Le cri de sa mère résonna comme un coup de tonnerre dans le salon familial de leur appartement bourgeois à Paris. Émilie, à peine 18 ans, se tenait figée. Les lèvres encore gonflées du baiser volé à Sophie dans la chambre d'à côté. Tandis que son père brandissait une photo compromettante sortie de son téléphone. En une fraction de seconde, la porte claqua derrière elle, la jetant sur le trottoir pluvieux de la rue de Rivoli. Sans un sou ni un adieu. Seulement les mots dégénérés gravés dans son esprit. Émilie erra dans les rues froides de la capitale. Son sac à dos comme unique bagage, contenant quelques vêtements et un journal intime rempli de poèmes d'amour pour Sophie. La nuit tombait, et avec elle, un froid glacial s'insinuait dans ses os. Elle n'avait nulle part où aller. Ses amis du lycée, influencés par les rumeurs conservatrices de leurs parents, l'avaient déjà écartée. Sophie, terrifiée par la réaction de sa propre famille, avait rompu le contact par un message laconique: « C'est trop dangereux pour nous deux. » Seule, Émilie se réfugia dans un foyer pour jeunes sans-abri près de la gare du Nord, où les lits superposés et les odeurs de soupe fade devinrent son quotidien. Les jours suivants furent un tourbillon de survie. Émilie postula pour des emplois de serveuse, mais son manque d'expérience et son air hagard la faisaient rejeter. Elle se rappelait les dîners familiaux où son père, un avocat renommé, discourait sur la moralité et les traditions françaises, citant souvent la Bible malgré leur athéisme affiché. Sa mère, une enseignante à la Sorbonne, avait toujours prôné l'ouverture d'esprit, mais face à la réalité de l'homosexualité de sa fille, elle s'était murée dans un silence complice. Comment ai-je pu naître dans une famille aussi hypocrite, se demandait Émilie. Les larmes aux yeux, en scrutant les lumières de la tour Eiffel depuis un banc public. Pourtant, au fond d'elle, une étincelle de révolte s'allumait. Elle se souvint des livres qu'elle avait lus en cachette, des récits de femmes fortes comme Simone de Beauvoir, qui défiaient les normes sociales. Un soir, dans le foyer, elle rencontra Claire, une femme d'une trentaine d'années, lesbienne assumée et militante pour les droits LGBT. Claire, avec ses tatouages discrets et son regard perçant, l'écouta toute la nuit. La société française est en évolution. Mais les familles comme la tienne sont encore prisonnières du passé, dit-elle. Elle offrit à Émilie un job temporaire dans une association queer à Montmartre, où elle pourrait distribuer des flyers et organiser des événements. Émilie plongea dans ce nouveau monde. Les réunions étaient intenses, débats sur le mariage pour tous, qui venait d'être légalisé en 2013, mais qui suscitait encore des manifestations violentes. Elle apprit à affronter les regards hostiles dans le métro, les insultes murmurées. Son cœur saignait encore pour Sophie, qu'elle imaginait prisonnière de sa propre peur. Un jour, elle tenta de la contacter via un ami commun, mais apprit que Sophie s'était fiancée à un homme pour apaiser sa famille. La trahison la frappa comme un poignard. Était-ce de l'amour ou juste une phase, se torturait-elle. Au fil des mois, Émilie grimpa les échelons dans l'association. Sa passion pour l'informatique, qu'elle avait découverte au lycée, la mena à créer un site web pour l'organisation. Les dons affluèrent grâce à sa plateforme intuitive. Claire la remarqua. « Tu as un talent ? Petite. Ne le gaspille pas dans la rue. » Émilie s'inscrivit à des cours en ligne gratuits sur la programmation, passant ses nuits à coder sur un ordinateur emprunté. La fatigue était écrasante, mais la détermination l'emportait. Elle pensa à ses parents: « Un jour, je reviendrai,
Et ils regretteront. Bientôt. Elle quitta le foyer pour un petit studio partagé à Belleville. Son premier vrai salaire lui permit d'acheter un ordinateur d'occasion. Elle développa une application pour connecter les membres de la communauté LGBT, facilitant les rencontres sécurisées et les soutiens psychologiques. L'app gagna en popularité dans les cercles parisiens. Émilie rencontra d'autres femmes, mais aucune ne remplaça Sophie dans son cœur. Chaque succès était teinté d'amertume, si seulement il savait ce que j'ai perdu pour être moi-même. Un investisseur, touché par son histoire lors d'une conférence, lui proposa un partenariat. Émilie hésita, accepter signifiait plonger dans le monde des affaires, loin de l'activisme pur. Mais elle vit une opportunité de changer les choses à plus grande échelle. Elle signa. Et ainsi commença son ascension. Les nuits blanches se multiplièrent. Les doutes aussi. Suis-je en train de trahir mes racines pour de l'argent, se questionnait-elle. Pourtant, chaque ligne de code était une revanche sur son passé. 5 ans après son expulsion, Émilie avait transformé son application en une start-up florissante. Basée à Station F, l'incubateur géant de Paris, son entreprise, nommée Libre Amour, connectait non seulement la communauté LGBT mais offrait aussi des outils de cybersécurité pour protéger les utilisateurs contre les harcèlements en ligne. Les investisseurs affluaient. Attirés par son charisme et son histoire personnelle, qu'elle partageait avec une vulnérabilité calculée lors des pitchs. À 23 ans, elle était déjà millionnaire sur papier. Mais le prix était élevé, une solitude profonde. Les journées étaient un enchaînement de réunions, de codage et de voyages d'affaires. Émilie voyagea à Berlin pour une conférence tech, où elle rencontra Léa, une développeuse allemande aux cheveux roux flamboyants et au rire contagieux. Leur connexion fut immédiate, des discussions passionnées sur l'IA et les droits humains, suivies de promenades le long de la Spree. Pour la première fois depuis Sophie, Émilie s'autorisa à aimer. Mais Léa, marquée par une rupture douloureuse, hésitait à s'engager. « Je ne veux pas te blesser, disait-elle. » Émilie, hantée par son passé, insista, l'amour vaut le risque. De retour à Paris, leur relation devint longue distance, semée d'embûches. Les appels nocturnes se transformaient en disputes sur les priorités, l'entreprise d'Émilie dévorait son temps. Un soir, après une levée de fonds réussie, Émilie annula un week-end prévu avec Léa. « C'est toujours le travail en premier, accusa Léa. Émilie riposta, « C'est grâce à ça que je survis. » La rupture fut brutale. Par un email froid. Émilie s'effondra dans son appartement luxueux du Marais, entourée de gadgets high-tech mais vide d'affection. Ce revers la poussa à se plonger plus profondément dans son travail. Elle étendit Libre Amour à l'international, intégrant des fonctionnalités d'IA pour détecter les discours haineux. Les médias la surnommèrent la pionnière queer de la tech française. Pourtant, lors d'interviews, elle évitait les questions sur sa famille. « Il n'existe plus pour moi », mentait-elle. En réalité, elle guettait des nouvelles via des profils anonymes sur les réseaux sociaux. Son père avait pris sa retraite. Sa mère publiait des photos de voyage. Aucune mention d'elle. Un scandale éclata, un concurrent accusa Libre Amour de vol de données. Émilie, paniquée, engagea une équipe juridique. Les nuits d'insomnie ravivèrent ses traumas, l'expulsion, la trahison de Sophie. Elle consulta une thérapeute,
qui l'aida à explorer ses conflits internes. Votre succès est une armure contre la douleur, dit la psy. Emily admit, je veux prouver que je vaux quelque chose sans eux. La crise se résolut en sa faveur, renforçant sa réputation. À 28 ans, elle vendit une partie de l'entreprise pour des millions, devenant milliardaire. Elle acheta une villa à Saint-Tropez, mais y passait peu de temps. Au lieu de cela, elle fonda une fondation pour soutenir les jeunes LGBT rejetés par leur famille. Lors d'un gala, elle croisa Sophie, maintenant mariée avec 2 enfants. Leurs regards se croisèrent, un mélange de regret et de nostalgie. Sophie s'approcha, je suis désolée. Émilie. J'ai eu peur. Émilie. Le cœur serré. Répondit, moi aussi. Mais j'ai choisi de vivre. Cette rencontre raviva le désir de confrontation. Émilie enquêta discrètement sur sa famille. Elle découvrit que sa mère avait été hospitalisée pour dépression. Est-ce à cause de moi, se demanda-t-elle. Les doutes moraux l'assaillaient, revenir signifierait rouvrir des plaies. Mais ignorer le passé l'arrangeait. Elle décida d'attendre, se concentrant sur une nouvelle acquisition, une entreprise d'IA à Lyon. Les années passèrent en un éclair. À 33 ans, Émilie était au sommet. Mais un vide persistait. Une lettre anonyme arriva, ta famille cache un secret. Reviens. Intriguée, elle contacta un détective privé. Les premiers rapports étaient anodins. Mais une révélation pointait, son père avait eu une liaison. Émilie hésita, plonger dans cela signifierait affronter non seulement son rejet, mais peut-être une vérité qui ébranlerait tout. 15 ans jour pour jour après son expulsion, Émilie gara sa Tesla devant l'immeuble familial rue de Rivoli. Le cœur battant, elle sonna à l'interphone. Sa mère ouvrit. Les yeux écarquillés, Émilie ? C'est vraiment toi ? Le choc était palpable. Émilie, élégante dans son manteau Chanel, entra sans un mot, observant les meubles inchangés. Comme si le temps s'était arrêté. Son père, assis dans son fauteuil, leva les yeux de son journal, que fais-tu ici ? La confrontation fut immédiate. Émilie posa la lettre anonyme sur la table, quel secret cachez-vous ? Son père balbutia, rien qui te concerne. Mais sa mère craqua. Les larmes coulant, nous t'avons chassé pour te protéger. Émilie rit amèrement, me protéger ? De quoi ? De mon propre amour ? Les révélations affluèrent, son père avait découvert que Émilie n'était pas sa fille biologique. Une liaison de sa mère avec une femme ? Des années plus tôt. Émilie chancela, une femme ? Maman. Tu es. Sa mère hocha la tête, j'ai aimé une femme à l'université. Avant ton père. Quand j'ai su que j'étais enceinte de toi. J'ai choisi la sécurité sociale. Mais quand nous t'avons surprise avec Sophie. Ton père a paniqué. Craignant que l'histoire se répète. Émilie. Abasourdie. Confronta son père, tu m'as rejeté pour un secret qui n'était même pas le mien. Il avoua, j'avais peur du scandale. De perdre ma réputation. Les jours suivants furent un maelstrom émotionnel. Émilie resta à Paris. Logeant dans un hôtel. Alternant entre rage et compassion. Elle rencontra sa mère en secret dans un café du Louvre. Pourquoi n'as-tu rien dit ? demanda-t-elle. Sa mère répondit, la société des années 80 était impitoyable. J'ai sacrifié mon identité pour une vie normale, point. Émilie partagea son parcours, les luttes, les succès.
J'ai payé le prix de votre silence, dit-elle. Pendant ce temps, son père, rongé par la culpabilité, tenta de se racheter en contactant des amis pour promouvoir l'entreprise d'Émilie. Mais elle refusa, ce n'est pas de l'argent que je veux. C'est la vérité. Une dispute éclata lors d'un dîner familial forcé. Son père accusa, ton mode de vie est contre nature. Émilie riposta, et le vôtre? Basé sur des mensonges? La tension culmina quand elle révéla publiquement son histoire dans une interview pour Le Monde. Sans nommer sa famille. Mais assez pour que les rumeurs circulent. Sophie réapparut. Divorcée et cherchant le pardon. Elles se promenèrent aux Tuileries. Revivant des souvenirs. J'ai épousé pour plaire à mes parents. Mais j'ai toujours aimé les femmes, confia Sophie. Émilie. Tentée. Hésita, le passé nous a brisés. Leur baiser fut interrompu par un appel, sa mère hospitalisée après une crise d'angoisse. À l'hôpital, Émilie affronta la réalité, le retour avait ravivé des traumas familiaux. Les semaines suivantes intensifièrent les conflits. Émilie. Déchirée entre sa vie à Saint-Tropez et ce chaos parisien, décida de rester. Elle engagea un thérapeute familial, forçant des sessions tendues. Son père, réticent, admit sa homophobie internalisée, j'ai été élevée comme ça. Émilie challengea, et maintenant? Allez-vous changer? Les progrès étaient lents, ponctués de rechutes. Un soir, il lança, ton succès ne rachète pas ton choix. Elle quitta la pièce, blessée. Avec Sophie, la relation renaissait, mais pas sans ombre. Sophie, mère de 2 enfants, luttait avec la garde partagée et les jugements sociétaux. Mes parents me renient si je vis ouvertement, dit-elle. Émilie, empathique, proposa son soutien financier, utilise ma fondation. Mais cela créa une dépendance, menant à des accusations, tu m'achètes? Leur amour, autrefois pur, était maintenant teinté de réalisme amer. La société française, malgré les avancées, posait encore des barrières. Lors d'un événement LGBT, Émilie fut harcelée par des manifestants conservateurs. Retournez dans vos placards, cria-t-il. Cela raviva ses peurs d'adolescente. Elle confia à sa mère, je me bats pour ce que tu as abandonné. Sa mère, en larmes, révéla plus, sa liaison était avec une professeure qui avait émigré après la rupture. Elle est ton vrai parent biologique, avoua-t-elle. Émilie traqua cette femme, nommée Isabelle, vivant à Marseille. Leur rencontre fut électrique, Isabelle. Une artiste de 60 ans, aux cheveux gris et au regard vif, l'accueillit avec des larmes. Je n'ai jamais su pour toi, dit-elle. Émilie apprit que sa mère avait caché la grossesse pour éviter le scandale. J'aurais aimé t'élever, murmura Isabelle. Cette révélation ébranla Émilie, 2 mères. Un père adoptif? Un tissu de mensonges. De retour à Paris, elle confronta sa famille entière. Son père, humilié, menaça de divorcer. Sa mère plaida, pardonne-nous. Émilie, enragée, déclara, le pardon a un prix, l'acceptation. Elle organisa une réunion avec Sophie et Isabelle, forçant un dialogue. Les tensions explosèrent, accusations de trahison, regrets profonds. Sophie, sous pression,
Avoua avoir informé les parents d'Émilie à l'époque. Par peur. Je suis la lettre anonyme, confia-t-elle plus tard. Émilie. Trahie à nouveau. Douta de tout. Au climax de ces révélations, Émilie se retira dans sa villa, réfléchissant aux choix moraux. Avait-elle raison de forcer la vérité? Le prix, une famille brisée. Une relation fragile avec Sophie. Elle écrivit une lettre à son père, « Votre rejet m'a forgé, mais votre secret m'a libéré. » Il répondit par un appel, « Viens. Parlons. » Lors de la réunion finale, il s'excusa sincèrement, « J'ai eu tort. Ton amour est valide. » Émilie et Sophie, après des thérapies, décidèrent de tenter une vie ensemble. Lentement. Isabelle intégra la famille, apportant une perspective nouvelle. La société, via les médias, débattit de son histoire, progrès ou régression. Émilie fonda un programme pour les familles en conflit, aidant d'autres à guérir. Pourtant, des doutes persistaient. Avait-elle sacrifié trop pour la vérité? La paix familiale était fragile. Les cicatrices profondes. En fin de compte, Émilie trouva une sérénité relative, acceptant que les choix aient des conséquences irréversibles. Le rejet familial pour orientation sexuelle est-il toujours justifié par la protection? Ou n'est-ce qu'une excuse pour l'hypocrisie sociale?